Saïdé Pakravan, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est la première fois qu'on se rencontre. Pourtant, nous avons suivi un petit peu ce qui se passait autour de vous. Vous avez publié Azadi, qui était votre premier roman en publication. En France. En France. Oui. Et tout de suite, ça a fonctionné. Il y a eu un grand écho public. Il y a eu le prix de la Closerie des Lilas aussi, le prix Marie-Claire. Donc, à la fois, les professionnels vous ont suivi et le public. Est-ce que quand on commence comme ça, d'entrée de jeu, un super accueil, comment vous l'avez vécu? Écoutez, d'abord j'étais tellement bien entourée par mon éditrice et son équipe que ça s'est très très bien passé dès le départ. Maintenant, ne perdons pas les choses de vue, la proportion réelle des choses. C'est un livre qui s'est relativement bien vendu, dont on a parlé, mais ce n'est pas le best-seller, n'est-ce pas? Donc, mais c'était très agréable, c'était un accueil formidable, surtout que ce livre a été écrit comme beaucoup d'autres de mes livres en anglais. Je n'ai pas trouvé d'éditeur aux États-Unis ni en Angleterre, donc je l'ai traduit. Et c'est mon premier roman en France. La France est mon pays de cœur et de culture. Je suis tout à fait enchantée. Donc du coup, d'entrée de jeu, vous êtes sentie comprise quand même. Tout à fait. Essayez, j'ai quand même... j'ai fait un bouquin, n'est pas passé inaperçu, parce que c'est toute la tragédie de l'écrivain. La plupart des écrivains, y compris moi. Voilà. Voilà. Donc ça part bien. Ensuite, vous avez publié La Trêve, Oui. Et aujourd'hui, on se voit pour votre actualité, Le Principe du désir, qui est disponible en librairie depuis le 2 mars. Voilà. Alors ce livre, je l'ai lu. On en a même parlé avant de commencer notre entretien, et je l'ai beaucoup aimé. Le principe du désir, je vous disais en préambule, c'est que déjà le titre nous donne... On dit c'est quoi le principe du désir? Alors sans trop effleurer le bouquin, comment vous pourriez définir votre titre? Alors, le principe du désir, c'est ce qui finalement guide notre vie à tous, c'est-à-dire que nous voulons toujours quelque chose. Nous pensons toujours que ça va être le bonheur absolu d'atteindre ce quelque chose, si ça arrive. Et puis, finalement, nous nous en lassons très vite et nous passons à autre chose. Alors, nous nous disons peut-être aussi que c'est pareil pour les autres. Si nous nous livrons facilement, si nous nous donnons en amitié, en amour, n'importe, ça va devenir banal ou bien ça va se terminer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours continuer à désirer et continuer à savoir se laisser désirer. Je cite dans ce livre la déclaration de Thomas Jefferson qui disait que l'être humain a droit à life, liberty and the pursuit of happiness. La vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Il ne dit pas il a droit au bonheur. Il a droit à la poursuite du bonheur. Et c'est ce que nous poursuivons tous, tout le temps. Probablement que si nous avions le bonheur entier à portée de main, ou dans nos vies, nous nous lasserions de ça et nous souhaiterions autre chose. Voilà le principe du désir. Alors justement, là vous définissez le thème, le sujet de votre livre, mais comment est née l'idée d'écrire dessus? Ça, c'est la question à ne jamais me poser, parce que je ne sais pas, et je le répète souvent à propos de n'importe quel autre de mes livres ou de mes nouvelles, je ne sais jamais ce qui cause cette première étincelle, cette première idée. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis jamais moi-même en scène. Il ne s'agit pas de moi. Bien sûr, il y a des petites choses... des influences de ce qu'on peut vivre, ou des autres. Ou un goût du dessert, ou bien une petite bagarre avec quelqu'un. Des petites choses qui passent, qui me sont arrivées sous une forme différente, ou pareille, ou n'importe. Je ne suis pas dans mes livres. Mes personnages ne sont pas là, Thaddeus Clark,
le héros masculin de ce livre ne correspond absolument à personne que je connaisse. Donc c'est de la pure imagination. C'est de la pure imagination. Mais ça, je ne sais jamais comment répondre, parce qu'apparemment... Mais ça aurait pu partir d'une anecdote, d'un fait divers, de quelque chose qu'on a vécu, voilà, c'est pour ça que je pose cette question. Pas du tout. Alors vous, ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est en vous. Et à un moment donné, c'est plutôt un questionnement sur un thème, et puis ça part. Même pas un questionnement. J'écris tout le temps. J'écris absolument tout le temps. J'écris depuis que j'ai 6 ans, et je suis un petit peu loin de mes 6 ans maintenant. J'écris constamment, et souvent c'est presque une écriture automatique comme celle préconisée par Breton. Je commence une phrase. C'était comme ça pour Azadi, par exemple, tous ces personnages que j'ai découverts à travers la République islamique, je n'en connaissais aucun. Le premier personnage s'est présenté, tous les autres ont suivi. Là, j'ai commencé à écrire à propos de cette exposition de groupe qui a lieu dans une galerie new-yorkaise. Ouais. Les noms sont venus, les gens sont venus, et voilà. Je n'ai aucune idée. C'est incroyable. Alors justement, votre livre se passe dans le milieu de l'art, à New York. Pourquoi le milieu de l'art? L'art m'intéresse énormément. Je ne suis pas du tout douée, je serais incapable de tracer même une ligne correctement, mais j'ai toujours été fascinée par l'art, aussi bien l'art de la peinture surtout, Oui. aussi bien la Renaissance que maintenant l'art le plus contemporain qui soit, et je suis un petit peu, donc je vois beaucoup d'expositions, je vais beaucoup dans les musées, je suis un petit peu choquée par ce que l'art contemporain est devenu au point de vue marchandise. Il y a toute une réflexion dans le livre là-dessus. C'est énorme et ça a beaucoup changé depuis, je pense, disons une trentaine d'années où l'art était encore normal, si je puis dire. C'est-à-dire que quelqu'un commençait à se faire un nom, avait du succès, méritait ou non, alors que d'autres, peut-être plus doués, restaient dans l'ombre. Mais le fait est que c'était une progression normale. Maintenant, comme dans beaucoup de choses dans notre société actuelle occidentale, ça a complètement dérapé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'apprécient pas particulièrement l'art, qui se sont rendus compte que c'était quelque chose qui pouvait augmenter très très vite. Il y a des gens, j'en parle souvent, comme François Pinault à Christie's, qui trouve un peintre qui est relativement bien, il fait passer plusieurs fois dans des enchères et tout d'un coup la toile qui valait 10 000 $, disons 2 ans, 3 ans après, en vaut 5 millions et ça continue comme ça. Pardon. Et mon personnage principal, qui est à la fois un mécène, un collectionneur et un PDG d'une compagnie de fonds dérivatifs, donc très riche, est très choqué par cette situation parce que lui aime l'art et il a toujours aimé l'art pour l'art. Donc il dit, je crois, à un moment que c'est comme la spéculation sur les tulipes en Hollande, je crois au XVIe siècle, au XVIIe, où tout d'un coup c'est devenu une chose précieuse. Le marché est monté de façon absolument aberrante et s'est cassé la figure aussitôt, laissant beaucoup de gens sur la paille. Donc ce marché n'est plus du tout normal.